Diop, mesdames, messieurs, merci. Bonsoir à tous. C'est la seconde partie donc de Soir d'Info. Nous recevons Dr Fatou Cissé. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes économiste, chercheuse au CRES, c'est le Consortium pour la recherche économique et sociale. Le CRES, justement, et le CRDI, c'est bien cela, le Centre de recherche pour le développement international qui organise à Dakar un colloque de 2 jours sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Un colloque qui se tient les 26 et 27 octobre prochains. D'abord, sur ce colloque, sur quoi vous vous êtes basé pour organiser un colloque sur l'autonomisation économique, surtout le mot important, économique, des femmes en Afrique de l'Ouest? Merci, M. Ngom. Ce colloque est organisé dans le cadre d'un forum sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ce forum a été créé récemment, donc au courant de l'année 2022? C'est parti du constat que malgré les efforts qu'il y a eu dans le monde, en Afrique de l'Ouest et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, en termes de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans différentes dimensions, que ce soit en termes d'accès à l'éducation, d'accès à l'emploi rémunéré et d'accès aussi à la prise de décision, il y a encore des inégalités qui persistent. Et il y a des partenaires au développement, mais aussi les gouvernements, la société civile qui travaillent pour la réduction de ces inégalités, pour qu'il y ait de l'autonomisation des femmes, l'autonomisation économique, qui est une condition pour assurer un développement. Donc la femme africaine est victime d'une stigmatisation, c'est ça? Je ne dirais pas ça, elle est victime peut-être encore d'inégalités de genre, et alors que pour qu'il y ait de l'autonomisation économique, il faut que ces inégalités soient réduites, pour ne pas dire éliminées. Et donc c'est au fort de ce constat que malgré ces efforts de la part de différentes parties prenantes qui travaillent sur ces questions, il y a encore quelque chose à faire, des pas à réaliser. Et fort de ce constat, le Centre de recherche le Consortium pour la recherche économique et sociale, mais aussi d'autres partenaires au développement comme l'ONU Femmes, la BAD, l'UEMOA et la Communauté économique africaine, le CRDI et beaucoup de centres de recherche qui sont actifs au niveau de l'Afrique de l'Ouest se sont concertés pour dire qu'il manque un cadre pour que tous ces acteurs puissent être ensemble, parce qu'on a vu qu'ils travaillent séparément et ce qui manquait, c'est un cadre qui met en débat ces différentes parties prenantes, un cadre où ils peuvent partager des expériences, une synergie des acteurs, partage d'expériences afin qu'ils puissent mieux impacter en termes de changement de politique en faveur de la promotion de l'autonomisation économique des femmes. D'accord. Et lorsqu'on a créé ce forum, il y a un certain nombre d'actions qu'on a définies, parmi lesquelles l'organisation des webinaires où on partage des expériences, mais aussi l'organisation d'un colloque annuel où il y a une représentation de toutes les parties prenantes, y compris les bénéficiaires des programmes. Donc ça, c'est le premier colloque. Voilà, c'est le premier colloque. Pour allier, bien sûr, ici à Dakar. Exactement, les 26 et 27 octobre, ici à Dakar. Et en dehors de ce colloque, il y a bien sûr d'autres actions qui sont prévues dans le cadre de ce forum pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles l'organisation d'ateliers de renforcement des capacités. Récemment, on a organisé un atelier en préparation de ce colloque pour former les journalistes sur les questions d'autonomisation économique des femmes, parce que la presse aussi a un rôle à jouer. Il y a aussi le développement d'une plateforme numérique où les acteurs pourront continuer à être ensemble au-delà de ce colloque. Au-delà du colloque, voilà, pour renforcer les discussions, partage de connaissances. Et dans cette plateforme numérique, nous avons développé une rubrique communauté des pratiques où les différentes parties prenantes peuvent maintenir la discussion au quotidien, échanger, partager de la documentation, etc. Et ça, c'est une initiative qu'il faut saluer parce que c'est une première en Afrique de l'Ouest où tous ceux qui travaillent sur les questions d'autonomisation essaient d'être ensemble pour renforcer leur synergie. Et tout cela dans le but de mieux impacter
les politiques. Et voilà. Et les chercheurs aussi ont un rôle à jouer en termes de production d'informations. On appelle de données qui doivent servir à la prise de décision. D'accord. Sept axes thématiques vont être développés durant ce colloque. Mais je retiens juste le 5e et le 6e axe plutôt, parce que le 5e nous parle de santé, de violence basée sur le genre, de paix et sécurité, autonomisation des femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la femme est de plus en plus victime d'une violence, voilà, d'une insécurité. Oui. Est-ce que cela veut dire qu'à travers ce forum, on peut en tout cas dessiner des pistes de solutions? Oui, tout à fait. C'est une thématique très importante. Parce que lorsqu'on parle d'autonomisation économique, ce n'est pas seulement accéder aux revenus, travailler, avoir des revenus, non. Il y a beaucoup de niveaux qu'il faut considérer. Il faut considérer les charges de travail des femmes à la maison. Il faut considérer les emplois qu'elles occupent dans le secteur informel. Il faut considérer l'accès aux ressources qui leur permettent de développer leur entrepreneuriat. Il faut travailler d'abord à l'épanouissement de la femme avant de parler d'autonomisation. Tout cela fait partie. Pourquoi la thématique violence basée sur le genre? Même si une femme, qu'elle soit diplômée, non diplômée, si elle est victime d'une quelconque violence, cela freine son développement économique. Absolument. Si elle est victime de certaines normes qu'on peut classifier des fois de violence, cela peut constituer une contrainte. Une femme, par exemple, qui a des problèmes avec son mari, c'est sûr que le lendemain, elle ne sera pas aussi productive qu'elle aurait pu être. Une femme qui est battue, ce qui est sûr est que son autonomisation économique est remise en cause. S'il y a aussi des normes sociales qui font que cette femme a des limites en termes d'accès à des niveaux de qualification ou bien d'accès à des ressources, c'est sûr que ça constitue des limites. Mais les violences ne s'arrêtent pas là. Même lorsqu'il y a des crises dans les zones où il n'y a pas de sécurité, la femme est victime de viol, elle est victime d'harcèlement, tout cela constitue des contraintes. Oui, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler d'abord à lever ces contraintes? Parce qu'il y a aussi les contraintes socio-culturelles. Oui, tout à fait, tout à fait. Et les discussions lors de ce colloque vont permettre d'y revenir. Je donne juste 2 exemples. Pour rester dans ces questions de violence basée sur le genre, des actions sont en cours. Et lors de ce colloque, il y a des chercheurs qui ont fait des expériences dans les zones de Boko Haram, comment dans des zones de conflit, les femmes peuvent être prises en charge et on les appuie pour avoir de l'autonomisation économique. En zone de conflit. En zone de conflit. Le ministère de la Femme du Sénégal, que je connais mieux, a des initiatives qui permettent d'aider les femmes en termes de violence basée sur le genre. Et dans leur programme, ils prennent en compte aussi bien un appui sur le plan juridique, un appui sur le plan économique, et récemment, ils ont intégré un appui en termes de protection sociale des femmes. Et on peut en ajouter beaucoup. Lors de la période de crise, on a vu les femmes qui sont beaucoup plus présentes dans le secteur informel. On a vu que les femmes couraient beaucoup de risques. Elles sont dans le secteur informel, mais elles devaient y aller chaque jour avec tous les risques qu'il y avait de contaminer le virus. Et cela remet sur la table la question de la protection sociale des femmes qui sont dans le secteur informel. Or, on sait que généralement, elles n'en ont pas. Or, elles sont beaucoup plus présentes dans ce secteur. Et à ce niveau, il y a des programmes en cours au niveau, par exemple, du BIT, qui travaille dans ce sens. Il y a le ministère de la Femme que je viens de citer. Tout cela sont des efforts à saluer. Je peux montrer, j'aurais pu citer l'exemple de d'autres de Bayer. Maintenant, ce colloque va permettre de discuter de tout cela. Et les pays de la sous-région, certains sont représentés. Il y aura une délégation qui viendra de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Il y en a aussi qui viendront du Cameroun et du Bénin aussi. Ça permet de discuter, voilà, de partage, voilà, d'expérience pour voir qu'est-ce qui peut être répliqué, qu'est-ce qui ne peut pas être répliqué tel.
Et lorsqu'on discute des différentes initiatives, il ne suffit pas seulement de discuter sur ce qui a marché, mais aussi discuter quelles ont été les limites, quelles sont les contraintes. Oui, parce qu'au niveau des États, les États sont en train de développer des politiques tendant même à accompagner les femmes. Mais malheureusement, il y a toujours un blocus qui est là devant. Oui. Tout à fait. Et chaque pays a ses réalités. Exactement. Donc ça remet sur la table la question de solutions endogènes. Par exemple, si on revient sur la question de travail non rémunéré, en quoi ces travaux domestiques peuvent constituer une contrainte pour l'autonomisation économique des femmes. C'est par exemple dans nos sociétés, il y a des considérations en termes de normes comme quoi les travaux domestiques doivent être dévolus aux dames. Voilà. La femme doit rester à la maison et gérer la famille. Exactement. Ou bien une belle famille qui dit que votre femme travaille alors qu'elle aurait pu rester à la maison s'occuper de moi. Tout cela constitue des contraintes. Mais il ne suffit pas de venir bouleverser, il suffit d'aider les familles, les populations à prendre compte de l'importance de l'autonomisation des femmes. En quoi faisant, par exemple? Il y a des travaux qui sont déjà faits et qui montrent qu'il y a des solutions en termes de sensibilisation des familles. Mais au-delà de cela, des recherches que nous avons effectuées récemment ont montré l'importance des infrastructures de soutien aux femmes pour les soulager des travaux domestiques afin qu'elles puissent se libérer et aller sur le marché du travail. Par exemple, les services de garde des enfants sont une solution formidable pour cela. Mais encore faudrait-il que ces services de garde soient accessibles physiquement, mais aussi accessibles financièrement. Et il y a aussi, lorsqu'on voit le temps que les femmes mettent dans les différents travaux domestiques, il y a aussi cette charge, surtout en zone rurale, qui constitue aller chercher du bois, venir cuisiner, ça prend beaucoup de temps. Et des chercheurs ont travaillé à faire des expérimentations sur les foyers améliorés, qui ont cette force de soulager la femme des travaux domestiques, mais aussi de protéger sa santé. Foyer amélioré, ça veut dire quoi? Voilà, c'est des technologies qui sont moins polluantes, donc avec moins d'effets sur la santé de la femme, mais aussi sur l'environnement, mais aussi qui prennent moins de temps lorsque les femmes cuisinent. Par exemple, il y a les fourneaux Diambar, mais aussi il y a d'autres technologies qui vont être discutées. Et lorsque aussi, donc, on développe les services de garde, on rend accessibles les foyers améliorés. Rien que ces deux points montrent qu'on peut réduire le temps que la femme met dans les travaux domestiques, n'est-ce pas? Et si compter des campagnes de sensibilisation sur les normes, vous voyez comment cela va permettre à la femme d'aboutir à l'autonomisation économique. Ça, c'est un point. Il y a aussi, j'aurais pu citer, l'économie verte, les énergies renouvelables, qui sont actuellement en cours de discussion dans tous les pays du monde. Là aussi, c'est un secteur qui peut créer des emplois pour les femmes, en plus de les aider dans leurs conditions de vie. Les femmes rurales, si elles ont accès aux énergies renouvelables, cela leur permet d'avoir des éclairages, donc améliorer leurs conditions de vie, mais aussi elles peuvent utiliser ces énergies au niveau des champs, n'est-ce pas, ou bien pour faire des activités de fumage, mais aussi elles peuvent mais sur cet aspect justement, parce que souvent les femmes au niveau des zones rurales vous posent le débat relatif à l'accès à la terre, relatif un peu à l'accès au financement, ce qui fait que ces femmes-là ont du mal à avoir une autonomisation pour mener à bien leurs activités. Exactement, là aussi c'est les possessions d'actifs. Donc quand on parle d'autonomisation, c'est plusieurs angles d'attaque. Nous on a choisi certains angles d'attaque, mais là aussi c'est l'accès à la propriété, n'est-ce pas? C'est y compris la terre, mais aussi l'accès au financement inclusifs qui leur permettent de renforcer leur autonomisation. Et d'ailleurs, il y a un axe thématique qui va discuter sur cela. Financement inclusif, entrepreneuriat, autonomisation des femmes. On a invité l'ADER, on a invité aussi
une organisation qu'on appelle Women Investment Club. Il y a aussi d'autres partenaires, d'autres parties prenantes qui viendront exposer. Il y a aussi le ministère des femmes du Sénégal. Et les propositions ou solutions qui seront issues de ce colloque seront soumises aux autorités, c'est ça? Exactement, que ce soit les autorités nationales comme les autorités de la sous-région. Parce que dans ce colloque, ce que nous avions fait en premier, lorsqu'on élaborait la liste des participants, on a commencé par identifier les autorités. Parce qu'on veut un portage au niveau régional. Il y aura la présence de la directrice de la BAD en charge de genre, la présence de la directrice de la CIA en charge du genre, et la commissaire en charge du genre de la CEDEAO. Et il y a aussi l'ONU Femmes qui est très active sur ces questions. C'est pour qu'elle puisse nous exposer à la présence de toutes les parties prenantes ce que chacun est en train de faire en termes d'autonomisation, de promotion de l'autonomisation économique des femmes. Après cela aussi, il y a des chercheurs, d'autres acteurs qui viennent partager l'état des lieux. Ils parlent des politiques, après d'autres viennent dire qu'est-ce qui est constaté sur le terrain. Donc vous voyez la confrontation entre ce que les politiques ont élaboré et ce qui est constaté sur le terrain. Ça, c'est déjà une opportunité de renforcer les synergies. Mais parce que, docteur Fatou Cissé, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de partenaires, beaucoup de chercheurs qui travaillent pour la femme, qui à l'issue de leurs travaux soumettent des solutions, des propositions, des recommandations aux autorités. Malheureusement, ces propositions ou recommandations ne connaissent pas souvent un début de solution. Exactement. Ajoutez maintenant à cela, c'est vrai, dans tous les États, il y a des lois, la réglementation protège la femme, mais malgré tout, on assiste toujours à des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que la femme retrouve sa place dans la société? Les efforts doivent être déployés sur beaucoup de plans. Rien que le fait de mettre sur la table tous ces acteurs pour échanger est déjà une excellente idée. Les chercheurs vont dire ce qu'ils ont trouvé et ils vont exposer les nouvelles évidences qu'ils ont trouvées récemment aux décideurs. Et ces présentations des chercheurs vont s'accompagner de propositions de recommandations. Et ça ne s'arrête pas au colloque. Dans le cadre de cette plateforme numérique et dans le cadre d'autres cadres d'échange dont j'ai parlé, ils vont maintenir le contact avec les décideurs pour toujours leur présenter ce qu'ils trouvent comme évidence. Ils travaillent ensemble, mais aussi recueillir les besoins des chercheurs en termes de données pour élaborer de nouvelles politiques ou bien pour renforcer leur politique en cours. Et le fait d'impliquer le niveau régional, ça accélère le processus et ça favorise, des mises à l'échelle et il y a un portage régional. Ça aussi, c'est quelque chose qui a son importance dans ce processus-là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des femmes qui sont au niveau des zones de conflit. C'est possible de les accompagner, oui, mais parfois aussi c'est difficile. Pour le cas du Sénégal, on touche du bois, le pays est stable, on rend grâce à Dieu. Bon, c'est facile de travailler sur les questions genre, mais dans certains pays, au niveau de la sous-région, on voit les crises. Comment peut-on travailler dans un climat pareil, travailler à autonomiser une femme dans un climat pareil? Oui, ça c'est... Personnellement, je n'ai pas travaillé sur ça. Mais le colloque me donnera l'occasion d'en apprendre sur comment ils s'y ont pris ailleurs. Je vous ai dit préalablement qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur l'autonomisation des femmes dans des zones de conflit. Ils vont partager cela, mais il y a aussi des programmes en cours qui seront discutés, et d'où l'intérêt d'échanger sur tout cela, parce que tous ceux qui travaillent sur cette question doivent avoir l'information. Donc c'est vraiment un partage des connaissances et c'est utile. Ça donne de nouvelles pistes de recherche aux chercheurs qui leur permettent d'apporter des évidences. Parce que aussi, ce qu'il faut dire est que les décideurs, quand ils élaborent leur politique, que ce soit des politiques
qui vise à l'autonomisation des femmes dans des zones de conflit ou bien d'autres domaines pour avoir l'autonomisation, il y a l'importance de considérer les évidences scientifiques, les données probantes. Cela les aide à prendre les meilleures décisions. Voilà, c'est ça. Et d'où l'intérêt qu'ils soient vraiment ensemble pour renforcer les synergies et éviter de répliquer les mêmes projets. Des parties prenantes qui travaillent sur les mêmes projets ou bien des décideurs qui initient des politiques sans prendre en compte ce que les chercheurs sont en train de faire. Tout cela, ça fait un peu adapter les politiques aux conclusions, aux recommandations des chercheurs. Oui, même si ce n'est pas totalement, parce que les décideurs aussi peuvent avoir un tout petit peu quelques sensibilités, ça on ne peut pas l'éviter. Y penser serait de l'utopie, mais au moins considérer ce qui est déjà produit comme évidence. Et nous avons de l'espoir, vu l'engagement que nous avons eu dans cette première édition, qu'il y aura ce début de synergie entre les différents acteurs. Quel est l'objectif principal de ce colloque de Dakar? L'objectif, c'est, je vais reprendre ce que j'ai évoqué dans différents points, c'est de mettre en débat les différentes parties prenantes, leur permettre de partager des expériences, renforcer leur synergie, créer des partenariats, et tout cela c'est pour sensibiliser davantage les politiques dans l'utilisation des données probantes. Et nous pensons que à l'issue de ce colloque, nous allons avoir une feuille de route et que nous pouvons suivre dans les prochaines années en faveur d'un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la promotion de l'autonomisation économique des femmes dans l'élaboration des politiques au niveau communautaire, au niveau national et au niveau régional, d'où la présence de ces institutions régionales au cours de ce colloque. Est-ce qu'au niveau de la base, au niveau des zones rurales, les femmes ne pensent pas que ce que vous faites là est un peu élitiste? On a pensé à cela, c'est pour cela que dans ce colloque, on invite aussi ces femmes bénéficiaires. On invite ces femmes bénéficiaires de certains projets. L'ONU-Femmes, qui est partenaire dans ce colloque, va inviter des femmes bénéficiaires qui viendront témoigner de comment ces projets a contribué à leur autonomisation. Ils viennent des zones rurales. Ils viennent des zones rurales, ils viennent du nord du Sénégal. Et partager leur expérience, comment ils ont vécu, comment ces programmes ont contribué à leur autonomisation économique, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il y a aussi, dans d'autres cas, là on parle de l'informalité, des emplois féminins et de comment les finances inclusives peuvent contribuer à leur autonomisation. On a invité aussi des jeunes qui sont dans les startups, création des entreprises, pour qu'elles nous expliquent, qu'elles témoignent de comment les financements qu'elles ont reçus a contribué à leur autonomisation. Il y a aussi, par exemple, une autre thématique qui est discutée qui concerne la formation et l'emploi. Là, c'est pour discuter en relation avec l'autonomisation économique des femmes. C'est pour montrer ici la cohérence entre l'offre et la demande. Et je pense qu'on a invité des entreprises de recrutement qui vont montrer comment concrètement sur le marché, les entreprises qui veulent recruter, est-ce qu'elles trouvent les bons profils, etc. Surtout. Voilà, c'est ça. Et certainement comment les femmes se positionnent sur le marché du travail. Tout cela va être discuté. Surtout qu'elles demandent tout le temps à intégrer les instances de décision. Voilà, c'est ça, c'est très important. D'accord. Merci beaucoup, docteur Fatou Cissé. Oui. Merci, docteur Fatou Cissé, économiste et chercheur au CRES, Consortium pour la recherche économique et sociale. Je le rappelle, le CRES et le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, qui organise à Dakar un colloque de 2 jours, les 26 et 27 octobre prochains. Oui, en collaboration avec le ministère de la Femme du Sénégal et l'ONU-Femmes, voilà, et tous les autres acteurs qui sont là. Et plusieurs pays sont attendus. Exactement. Merci, un colloque beaucoup. Merci. Un colloque donc sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était la seconde partie de Soir d'Info. Merci, à demain.